des braqueurs de banque deviennent de plus en plus violents à chaque hold-up. Jusqu'au jour où le vol se termine par une fusillade mortelle. Un dangereux suspect est en cavale. La police organise alors une chasse à l'homme pour retrouver le fugitif, si désespéré qu'il ne s'arrêtera devant rien pour échapper à ses poursuivants. Aux États-Unis, les enquêtes sur les vols de banque relèvent du FBI. C'est à Seattle, plus que partout ailleurs au pays, que les braquages de banques sont les plus fréquents. Le bureau du FBI de Seattle doit enquêter sur tous les vols de banque commis dans l'État de Washington. L'agent spécial Mike Adams est le directeur de la section sur les enquêtes des vols de banque. Au cours des 5 ou 6 dernières années, on a enquêté sur environ 300 vols de banque par année, principalement ici dans la région de Seattle ou de King County. Les braquages sont un réel problème dans notre région. Selon le FBI, c'est la drogue qui est la source du problème. En outre, l'État de Washington compte un nombre élevé de succursales bancaires. Les agents du FBI estiment qu'il y a deux types de vols. Le premier étant le vol où le criminel s'approche d'un caissier ou d'une caissière, lui tend un papier sur lequel il exige qu'on lui donne l'argent du tiroir-caisse. Il ne s'agit pas d'un voleur qui cherche à attirer l'attention en criant ou qui tente de prendre le contrôle de la banque. L'autre type de vol, plus rare celui-là, mais beaucoup plus dangereux. Il s'agit du hold-up. Le hold-up, c'est lorsqu'un ou plusieurs voleurs entrent dans la banque et qu'ils tentent par divers moyens de prendre le contrôle des lieux. Ils ordonnent parfois aux gens de se coucher par terre, ou ils forcent les employés de la banque à s'éloigner des guichets. Dans la plupart des cas, ces voleurs sont armés. On les considère donc comme des sujets violents, contrairement aux voleurs du premier type. Selon les statistiques, les braqueurs de banque qui ont réussi le hold-up une première fois commettent d'autres vols et deviennent de plus en plus audacieux et violents. Le 17 mai 2000, dans le centre-ville de Seattle, fut commis le premier d'une série de hold-up particulièrement brutaux. Les voleurs s'enfuient rapidement avec des milliers de dollars en argent liquide. Une semaine plus tard, des assaillants s'attaquèrent à une autre banque du même quartier et braquèrent des armes encore plus puissantes sur les clients et les employés. 2 semaines plus tard, des voleurs sévirent de nouveau. Ils étaient plus agressifs encore. Comme les braquages de ce genre sont d'habitude peu fréquents, les agents en vinrent à croire que tous ces vols avaient été commis par les mêmes individus. Ces hold-ups se ressemblaient par leur violence et par l'importance des montants volés. Il était évident que ce genre de vol allait attirer notre attention, surtout à cause de leur haut degré de violence. Chaque fois, les voleurs avaient pris la fuite dans des voitures volées sans qu'aucun témoin ne puisse les identifier. Le FBI était aux prises avec des criminels expérimentés qui devenaient de plus en plus agressifs. Leur comportement laissait présumer qu'ils finiraient par tuer quelqu'un. 6 jours plus tard, dans la matinée du 22 juin 2000, les craintes des agents allaient malheureusement se réaliser.
2 hommes empruntèrent Aurora Avenue, puis ils entrèrent dans le stationnement de la Wells Fargo Bank. Les personnes qui se trouvaient à l'intérieur n'avaient aucune idée de ce qui se tramait. Les tireurs réunirent tous les clients et les employés, mais ils en oublièrent un. Visiblement, ils étaient organisés. L'un d'eux monte à la garde pendant que l'autre cherchait une caissière ayant accès à la chambre forte. Pendant ce temps, le gérant contacta le service d'urgence. La téléphoniste avisa les policiers que les voleurs étaient toujours dans la banque. L'agent Wesley Buxton répondit à l'appel. Le hold-up était en train d'avoir lieu. C'était inusité. D'habitude, on arrive après le déclenchement du système d'alarme, pas pendant le vol. Buxton se précipita sur les lieux. Dans la chambre forte, le voleur mit tout l'argent qu'il put dans ses 2 sacs à dos. La caissière obéit aux ordres du voleur armé en espérant qu'il lui laisserait la vie sauve. Buxton éteignit sa sirène en arrivant près de la banque. Je suis arrivé le premier sur les lieux. Une moto était garée devant la banque, sur le trottoir, je crois. On ne pouvait pas vraiment voir à l'intérieur. Conformément à la procédure en pareil cas, le policier se mit à l'abri jusqu'à l'arrivée des renforts. L'agent Rick Spraker arriva à son tour et il se mit en position pour intervenir. Les bandits sortirent alors de la banque sans savoir qu'ils étaient surveillés. Leur moto ne démarra pas. Ils sont restés plantés là, tentant sans doute de comprendre pourquoi la moto ne voulait pas démarrer. Ils en sont alors descendus et se sont enfuis à pied. Un des 2 hommes trébucha. Je lui ai ordonné de rester par terre. Buxton surveilla le premier homme. Quant à l'agent Spraker, il ordonna à l'autre suspect de s'arrêter, mais celui-ci disparut. L'agent Buxton se retrouva bientôt confronté au pire scénario d'entre tous. C'était comme un film qui défile au ralenti. Sur les enregistrements, j'ai constaté que les coups de feu s'étaient rapidement succédés. Mais au moment du crime, c'était comme s'il s'était écoulé 1 ou 2 secondes entre eux. Spraker riposta au coup de feu et arrêta enfin le tireur. Les policiers détenaient un des suspects. L'autre s'était enfui. Aussitôt après l'appel de Spraker, les patrouilleurs affluèrent sur la scène du crime. Pendant que des infirmiers donnaient les premiers soins à l'agent Buxton, Spraker mit rapidement les enquêteurs au fait de la situation. L'individu qui avait tiré sur le policier était mort. La traque pour retrouver le suspect qui s'était enfui s'organisa aussitôt. Les répartiteurs transmirent la description du suspect sur toutes les fréquences radio captées par les patrouilleurs. Pendant ce temps, des agents du FBI arrivèrent en hâte à la banque. Parmi eux se trouvait Mike Adams. En route vers la banque, j'ai entendu qu'un policier avait été gravement blessé. C'était à l'évidence un hold-up très violent. Adams constata que les circonstances entourant ce vol étaient semblables à celles de 3 hold-up précédents. Mais cette fois-ci, la violence avait atteint un point culminant.
Comme un suspect armé courait toujours, les autorités devaient agir rapidement pour éviter que la situation se détériore. Il y avait beaucoup de monde. Les passants commençaient à s'attrouper. La police de Seattle a immédiatement pris le contrôle des lieux car c'était dangereux. La menace planait toujours. Le service de police de Seattle envoya des membres de la section des homicides sur place, notamment l'enquêteur Paul Suguro. Chaque fois qu'un policier de Seattle se sert de son arme à feu, nous sommes appelés sur les lieux pour faire enquête. Les divers services policiers devraient travailler de concert pour traquer le bandit en fuite. La police de Seattle mit sur pied une escouade spéciale pour coordonner les recherches. Les membres de l'unité SWAT avaient déjà commencé à examiner le périmètre. En avançant dans la direction prise par le suspect, les experts de l'unité SWAT fouillèrent méthodiquement tous les endroits où il aurait pu se cacher. Ils étaient prudents, car ils savaient que le bandit était prêt à tout et qu'il pouvait encore se trouver dans les parages. Inquiets pour la sécurité publique, de nombreux policiers affluèrent sur les lieux du crime. On bloqua l'accès à certaines routes et l'on détourna la circulation. Voici le sergent détective David Ritter. Le hold-up et l'échange de coups de feu qui a suivi ont entraîné une présence policière accrue dans le secteur. On avait aussi des unités canines. L'hélicoptère de King County s'est joint aux équipes de recherche, de même que le SWAT. L'unité SWAT fit du porte-à-porte pour alerter toutes les personnes qui se trouvaient dans ce quartier d'affaires. On a fait fermer tous les commerces pour la sécurité des gens parce que le suspect courait toujours. Après avoir soigné les blessures de l'agent Buxton au bras gauche et à l'épaule droite, les techniciens d'urgence médicale le conduisirent à l'hôpital. Dans les deux cas, les projectiles étaient entrés et ressortis. C'était donc seulement une question de les nettoyer et de s'assurer qu'il n'y aurait pas d'infection. L'agent spécial Adams fouilla dans les poches du voleur abattu. J'ai sorti des pièces d'identité sur lesquelles on pouvait lire son nom. Daniel Del Fierro. Ce n'était pas quelqu'un qu'on connaissait au FBI. Mais ce nom nous permettrait au moins de commencer notre enquête. Les experts trouvèrent ensuite le pistolet semi-automatique de calibre 380 qui avait blessé Buxton. Dans un étui, ils trouvèrent également un revolver. Puis ils trouvèrent 2 sacs à dos remplis de billets de banque. Plusieurs de ces billets étaient toujours emballés d'un film plastique, comme le sont les liasses qui proviennent de la Banque fédérale. Plus tard, on a calculé qu'il y avait plus de 151 000 $ dans les 2 sacs à dos. Une très grosse somme, beaucoup plus que ce que les voleurs de banque emportent d'habitude lors d'un hold-up. Les agents vérifièrent le numéro de plaque d'immatriculation de la moto. Malheureusement, cela ne leur permettrait pas d'identifier le suspect car la moto était volée. Ils interrogèrent ensuite les employés de la banque et les clients à la recherche d'indices sur l'endroit où pourrait se cacher le second suspect. Mais les voleurs ne s'étaient jamais appelés par leur nom et personne n'avait pu voir leur visage. Un expert judiciaire releva une trace de pas sur le comptoir. Ce serait malheureusement le seul indice qu'on trouverait sur la scène du crime. Le vol avait été bien planifié. La police obtint le dossier du voleur mort, Daniel Del Fierro. Celui-ci venait à peine de sortir de prison où il avait été incarcéré pour homicide involontaire coupable et assaut. Les policiers poursuivirent leur recherche du complice de Del Fierro. À peine quelques heures après le braquage, ils retrouvèrent sa trace. Des enquêteurs rejoignirent les policiers dans un parc à ferraille des environs où ils avaient trouvé des indices. Il avait laissé plusieurs choses derrière lui. Dans sa fuite, il s'était débarrassé de son casque et de ses gants. La piste qu'on suivait était parsemée de ses effets. Il avait poursuivi sa course pendant encore une quinzaine de mètres. Puis il avait ôté sa veste avant d'escalader une très haute clôture surmontée de barbelés. Près de la veste, on a aussi trouvé un pistolet semi-automatique de calibre 45.
Les enquêteurs soupçonnèrent que le voleur cherchait à brouiller les pistes en laissant derrière lui tout ce qui pouvait le relier au crime. Au moment où cette piste semblait se terminer en impasse, on trouva autre chose. Les enquêteurs se rendirent à un immeuble d'habitation du quartier à la suite de l'appel de la responsable des lieux. Elle avait avisé les autorités après avoir trouvé des traces de sang récentes devant un appartement. On en a déduit que le suspect s'était blessé en passant par-dessus la clôture. Et s'il s'agissait du bandit, il pouvait toujours se trouver dans l'immeuble, prêt à tout. Les policiers avisèrent l'unité SWAT. L'unité arriva rapidement. La police espérait bien pouvoir coincer ce dangereux bandit au plus vite. En juin 2000, après le hold-up d'une banque de Seattle, un policier avait été blessé lors d'un échange de coups de feu et un des voleurs avait été abattu. Son complice armé s'était enfui à pied. La police avait suivi sa piste jusqu'à un immeuble du quartier où l'on avait relevé des traces de sang. Croyant que le suspect pouvait s'être réfugié là, une unité SWAT vérifia méthodiquement tous les couloirs et les appartements de l'immeuble. Les tentatives furent vaines. Une fois les recherches terminées, les enquêteurs prélevèrent un échantillon de sang pour analyse. Très rapidement, les autorités fermèrent l'un des secteurs commerciaux les plus animés de la ville, paralysant ainsi tout le quartier. Les enquêteurs avaient identifié le suspect abattu. Il s'appelait Daniel Del Fierro. Ce nom constituait la piste la plus solide pour retrouver le deuxième voleur. Steve Fogg, le procureur de King County, nous raconte. On a aussitôt obtenu un mandat pour fouiller sa résidence et son auto pour recueillir tous les renseignements à son sujet et peut-être découvrir qui était son complice. Chez Del Fierro, les enquêteurs rencontrèrent une femme avec qui il vivait. Elle déclara qu'elle ne savait rien du hold-up, mais les aida toutefois à établir une liste des relations de son colocataire. Les enquêteurs fouillèrent ensuite les lieux, mais rien de ce qu'ils trouvèrent ne put les aider à identifier le suspect qui leur avait échappé. À l'autre bout de la ville, des policiers répondirent à l'appel d'un homme. Celui-ci déclara qu'un type avait voulu lui voler sa voiture de force. C'était juste au nord de l'immeuble où l'on avait découvert des traces de sang. Le conducteur raconta comment il avait quitté son appartement quelques minutes plus tôt. Tout à coup, il a vu ce type apparaître devant lui et frapper de ses mains le capot de sa voiture pour le forcer à s'arrêter. Le type disait qu'il venait d'être mêlé à une bataille et qu'il avait besoin d'aide. Il voulait qu'il le fasse monter à bord. L'homme devint de plus en plus agressif. Il a introduit sa main à l'intérieur et a tenté de s'emparer des clés. Quand il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, il est soudainement devenu très agressif. Le conducteur est parvenu à le repousser et à s'enfuir à toute vitesse avant de raconter sa mésaventure à un policier. Les policiers étaient persuadés que l'homme qui avait cherché à lui enlever sa voiture était le voleur qu'il poursuivait. La victime leur donna une description détaillée de l'assaillant et leur indiqua par où il était parti. Il se dirigeait vers le nord. On a donc réorienté nos recherches dans cette direction. On a aussitôt retransmis sa description. Les médias nous ont aidés en diffusant ces informations très rapidement. Pendant les 3 heures suivantes, les enquêteurs ne trouvèrent aucune trace du fugitif jusqu'à ce qu'un opérateur du service d'urgence reçoive un appel. Un homme déclara que sa femme et lui avaient été retenus captifs au cours de l'après-midi. L'intrus s'était enfui depuis, mais il pensait qu'il s'agissait peut-être du voleur dont ils avaient entendu parler au bulletin de nouvelles. Les enquêteurs se rendirent aussitôt à cette maison au nord de l'endroit où un homme s'était pratiquement fait voler sa voiture de force.
3 heures plus tôt, la femme quittait sa maison quand elle avait vu un homme à bord de sa camionnette. L'homme était calme. Il lui avait dit qu'il venait d'être mêlé à une bataille et qu'il avait besoin d'aide. Elle n'avait pas mordu à l'hameçon. À ce moment-là, la police surveillait tout le secteur et elle a dit, en pointant les hélicoptères, « Je crois plutôt qu'ils vous recherchent. » Une fois de plus, la personnalité du suspect a changé complètement. Mais cette femme n'était pas le genre de personne à se laisser faire. Elle tenta de se défendre. Il s'est emparé d'un couteau et lui a fait comprendre qu'il n'hésiterait pas à s'en servir. Il lui a dit que sa vie était menacée et que s'il le fallait, il serait violent avec elle. Alors qu'il cherchait quelque chose pour la ligoter, son mari rentra à la maison. Le mari a alors voulu intervenir, mais le type lui a donné un coup de poing. Ils ont obéi à ses ordres pour se sortir vivants de cette mésaventure. Ils croyaient que s'il se laissait ligoter, le type n'utiliserait pas son arme. Le couple entendit ensuite l'assaillant faire des appels dans une pièce voisine depuis son portable. Il alla ensuite calmement se prendre une bière dans le réfrigérateur et regarda le bulletin de nouvelles à la télé où l'on parlait du vol qu'il venait de commettre. Il semblait stupéfait à la vue des images en direct des recherches menées pour le retrouver. Environ 2h30 ou 3 heures plus tard, quelqu'un a frappé à la fenêtre. Il est alors sorti en vitesse de la maison et ils ne l'ont plus revu. Quand la police arriva, il était évident que le suspect avait échappé au filet tendu par les autorités. L'agent spécial Gary Shenline du FBI ne savait que trop bien que ce fugitif était particulièrement dangereux. La nature du crime en lui-même, ce vol de banque, était très violent. En outre, lors de leur fuite, son complice et lui avaient tiré sur un agent de police. Ensuite, le suspect avait pris des otages. Dans cette enquête, les enjeux étaient particulièrement élevés. L'enquêteur Paul Suguro commença à quadriller le quartier où vivait Daniel Del Fierro, le voleur abattu par la police. Un homme déclara qu'il avait reconnu la moto utilisée lors du vol en regardant le bulletin de nouvelles à la télévision. Il avait aperçu Del Fierro avec cette moto avant le vol. L'homme avait vu la moto sur le plateau d'une dépanneuse. Le témoin avait aperçu un autre type à l'intérieur de la dépanneuse en compagnie de Del Fierro la veille du vol. Suguro croyait que le conducteur de la dépanneuse pouvait être le deuxième voleur. Il demanda au voisin de Del Fierro s'il le connaissait. L'homme lui répondit qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Les enquêteurs eurent enfin un coup de chance quand les experts commencèrent à analyser les indices qu'avait laissés le voleur lors de sa fuite. Dans une poche de sa veste, on a trouvé la photocopie du permis de conduire d'une jeune fille de 16 ans, de même que plusieurs informations sur elle. Les agents se mirent à la recherche de la jeune fille. On a appelé son père qui nous a dit qu'elle était au cinéma. Les agents lui ont dit qu'ils devaient l'interroger. Quand elle est arrivée au poste, elle a déclaré que dès qu'elle avait vu son père entrer dans la salle de cinéma, elle avait compris de quoi il s'agissait. Les agents lui montrèrent la photocopie de son permis en lui demandant comment, selon elle, les voleurs l'avaient obtenu. Elle nous a dit qu'une personne qui fréquentait la même école qu'elle l'avait approché pour lui dire qu'il connaissait quelqu'un ayant beaucoup d'argent qui avait besoin d'une nouvelle identité et d'un numéro d'assurance sociale. En échange de ces pièces d'identité, la jeune fille toucherait quelques milliers de dollars. Elle déclara que ces pièces d'identité devaient servir à ouvrir des comptes bancaires pour blanchir de l'argent volé. Elle donna alors le nom de son ami à l'école secondaire qui servait d'intermédiaire pour cette fraude. Les enquêteurs retracèrent l'individu en question, bien résolu à obtenir sa collaboration. On l'a contacté tôt le matin.
Il s'est d'abord montré hésitant à nous parler. Mais après avoir discuté un peu avec nous, il a commencé à nous parler de ce type qui lui avait demandé d'obtenir des pièces d'identité et des numéros d'assurance sociale pour lui. Il déclara que l'homme s'appelait Aristotle Marr. On a alors pensé que cet Aristotle Marr pouvait fort bien être notre suspect, puisqu'il cherchait à blanchir de l'argent pour son propre compte. Les enquêteurs étaient sûrs d'être sur la bonne voie quand le jeune intermédiaire déclara que Marr possédait une entreprise de remorquage. Ils vérifièrent les antécédents du suspect. Selon la régie des véhicules, une dépanneuse était enregistrée au nom de Marr. En outre, la description de ce véhicule correspondait à celle de la dépanneuse décrite par le voisin de Del Fierro. Les enquêteurs retournèrent chez Del Fierro pour demander à sa colocataire si elle connaissait Aristotle Marr. Celle-ci leur apprit que Del Fierro et Marr étaient des amis d'enfance. Ce nom avait été évoqué à 2 reprises de 2 sources différentes au cours de notre enquête. On a donc décidé de nous concentrer sur cet Aristotle Marr et d'en faire notre suspect. Les autorités vérifièrent le dossier judiciaire de Marr. Il n'y avait qu'une inculpation pour un assaut alors qu'il était encore mineur. Les dossiers du fisc indiquaient que Marr possédait une entreprise de remorquage prospère et une propriété évaluée à 400 000 $. Les agents furent surpris d'apprendre qu'il s'était illustré en tant qu'athlète pendant ses études secondaires. Il avait terminé ses études 6 ans plus tôt et s'était mérité d'excellentes notes. Tous s'entendaient pour dire qu'il était très intelligent. On pouvait voir qu'il avait un énorme potentiel, mais il était pressé. Je crois que c'est cette impatience et cette ambition qui l'ont entraîné à commettre ces crimes. Steve Fogg obtint les relevés des portables de Marr et de Del Fierro. Il découvrit alors que les 2 hommes s'étaient parlé à plusieurs reprises peu avant le hold-up. C'était là une preuve indirecte qu'ils planifiaient leur crime. Daniel Del Fierro et Aristotle Marr pouvaient se parler jusqu'à 10 fois par heure dans les semaines et les jours avant le vol. Les policiers demandèrent ensuite à des témoins de confirmer l'identité de Marr en mettant sa photo parmi d'autres photos d'identification. En général, on montre les photos de 6 types et celle de notre suspect en fait partie. Mais dans ce cas-ci, on a montré les photos de 12 individus. On voulait être sûr qu'on tenait le bon type. Les autorités montrèrent les photos à la femme qui avait été attaquée chez elle et gardée captive. Elle n'a pas hésité une seconde. Elle a reconnu Marr immédiatement. Plus tard, le mari et l'homme à qui le voleur avait voulu voler sa voiture identifièrent aussi Marr comme étant leur assaillant. En tenant compte de tous ces éléments et des preuves indirectes, nous étions presque sûrs qu'Aristotle Marr était notre homme. Les autorités obtinrent le mandat d'arrêt de Marr et un mandat de perquisition de sa maison. Connaissant le tempérament de Marr, les policiers se préparaient à une confrontation violente. Le 22 juin 2000, 2 présumés voleurs de banque en série s'en étaient pris à une autre banque de Seattle. Lors d'un échange de coups de feu, la police avait abattu l'un d'eux. L'autre voleur avait pris la fuite. La victime était Daniel Del Fierro. Les autorités croyaient que le fugitif était Aristotle Marr. Craignant un affrontement lors de son arrestation, les policiers firent appel à l'aide d'une unité tactique. L'équipe était accompagnée des enquêteurs Paul Suguro et David Ritter de la section des homicides. On est allé chez lui accompagné d'une unité SWAT et de plusieurs agents de police de Seattle. Ceux-ci nous ont aidés à protéger les lieux. Pièce par pièce, les membres de l'unité SWAT fouillèrent la maison. Il n'y avait aucune trace de mort. L'enquêteur Paul Suguro. Après s'être assuré qu'on ne courait aucun danger, l'équipe des homicides et moi-même avons commencé à fouiller la maison. Ils étaient à la recherche du moindre indice de l'implication de Marr dans le vol ou de l'endroit où il pouvait se trouver.
Dans un espace de rangement secret, ils trouvèrent une partie de son arsenal. Les enquêteurs trouvèrent des étuis de pistolets. Ils trouvèrent également quelques armes à feu, même si la plupart des étuis étaient vides. Il y avait diverses sortes de munitions pour des armes d'épaule, des fusils de chasse et des pistolets. Les enquêteurs examinèrent soigneusement les munitions et y relevèrent un indice important. On a trouvé des munitions qui correspondaient aux projectiles trouvés sur la scène du hold-up. Les autorités trouvèrent alors une autre piste. Des documents qui montraient que Marr et certains de ses contacts se rendaient régulièrement en Jamaïque. Et il y avait aussi de petites photos et des modèles de documents, sans doute pour fabriquer de fausses cartes d'identité. Les enquêteurs soupçonnaient Marr d'avoir prévu quitter le pays sous un nom d'emprunt. Au cours des recherches, les agents s'aperçurent qu'il y avait une autre maison sur le terrain de Marr. Ils s'empressèrent de demander un mandat de perquisition et surveillèrent les lieux le temps que le document soit émis. Pendant une semaine, ils virent des gens y entrer et en sortir, mais il n'y avait aucune trace du suspect. Après qu'un juge eut enfin signé le mandat, une unité SWAT entra dans la maison. Ce que les membres de l'unité y trouvèrent allait apporter un tout nouvel éclairage à l'enquête. Le bâtiment en question servait d'entrepôt à des marchandises volées. On a trouvé plusieurs appareils flambant neufs dans leur boîte d'origine. Il y avait des tondeuses, des réfrigérateurs, de nombreux téléphones portables, toutes sortes d'articles encore intacts et toujours dans leur boîte d'origine. Les enquêteurs constatèrent également que les biens étaient identifiés avec des bordereaux de marchandises indiquant qu'ils provenaient de centres de rénovation de la région. Il était évident que les activités criminelles d'Aristotle Marr ne se limitaient pas au vol de banque. Ces biens étaient de dimensions importantes. Il y avait des électroménagers, des palettes de fenêtres, de gros objets. Ce n'est pas le genre de truc qu'on peut voler à l'étalage. On avait dû déployer beaucoup d'efforts pour obtenir ces marchandises. Il était évident qu'on aurait besoin de l'aide de nos experts en cambriolage. Ces derniers se sont occupés de l'identification de ces biens. La section des enquêtes sur les cambriolages travailla de concert avec les commerçants de la région pour identifier des biens volés d'une valeur estimée à plus de 100 000 $. Ils nous ont fourni un gros camion. Tous les biens qu'on a identifiés comme étant volés ont été mis à bord de ce véhicule et transportés. Les enquêteurs soupçonnaient Marr d'avoir eu de l'aide pour obtenir et vendre cette marchandise. On croyait que plusieurs biens avaient été envoyés en Jamaïque. On avait trouvé des reçus de livraison qui indiquaient que de nombreux objets ménagers avaient été exportés en Jamaïque. Les autorités intensifièrent leurs recherches pour trouver le présumé chef de bande Aristotle Marr. C'est le groupe d'action à la recherche du fugitif qui prit le relais à partir de là. Voici l'agent spécial Gary Shenline. On a commencé à la base en contactant la famille et les proches du suspect. On espérait que quelqu'un pourrait nous fournir des informations qui nous permettraient de l'arrêter sans problème. Mais toutes les personnes interrogées déclarèrent ignorer où se trouvait Marr. Quelques semaines plus tard, la traque finit par avoir un effet sur le suspect. Un groupe de sympathisants, incluant son avocat, tint une conférence de presse pour clamer son innocence. On déclara que la police l'avait accusé à tort à cause de ses liens avec Daniel Del Fierro. Les agents tentèrent d'obtenir de ses avocats que le suspect se rende, mais ils obtinrent alors une réponse étonnante de leur part. On a tenté de les convaincre qu'ils se rendent de façon sécuritaire dans un environnement contrôlé.
Mais ils ont alors répliqué qu'ils craignaient de se faire tuer par la police. Marr était toujours en cavale. Le FBI décida de tenter une nouvelle approche. Les agents contactèrent les producteurs d'une émission de télévision sur les crimes pour offrir aux téléspectateurs une récompense de 25 000 $ en échange de toute information permettant l'arrestation de Marr. Les informations alors se mirent à affluer. Quelqu'un affirma avoir été en contact avec Marr par le biais d'un site de messagerie électronique. Les agents demandèrent aux fournisseurs de services Internet de leur donner accès au compte de messagerie du suspect et de leur remettre les transcriptions de ces échanges. À en juger par les échanges sur ce site de messagerie, il était plausible de croire que l'un des usagers était Aristotle Marr. Le fournisseur Internet fournit l'adresse de l'usager en question. Nous nous sommes rendus sur place, croyant que Marr y était peut-être à ce moment-là. Un mandat de perquisition en main, les policiers rencontrèrent un des amis de Marr. Celui-ci déclara que Marr n'était pas là. Les agents menèrent des recherches exhaustives sur place en espérant trouver un indice de la présence du fugitif dans l'appartement, mais ils ne trouvèrent rien. Ils confisquèrent l'ordinateur. Ils découvriraient par la suite que Marr n'avait sans doute jamais utilisé cet appareil, que c'était en fait son ami qui se faisait passer pour lui sur le site de messagerie. Cette dernière piste menait à une impasse. Ces recherches ne nous ont pas permis d'en savoir plus sur l'endroit où Aristotle se trouvait. Le FBI poursuivit la surveillance des maisons des proches de Marr, mais ils ne tardèrent pas à comprendre que celui-ci ne reviendrait sans doute jamais. Contrairement aux voleurs de banque habituels, Aristotle Marr avait beaucoup d'argent. Il possédait des biens immobiliers, il louait une maison. Je suis persuadé que ses atouts et ses moyens financiers l'aidaient à se cacher des autorités. Un informateur appela alors le FBI pour dire aux agents ce qu'ils redoutaient le plus d'entendre. Une de nos sources confidentielles nous a révélé qu'il était parti sous un faux nom, mais pas seulement dans un autre État. Notre source croyait qu'il était parti en Jamaïque. Si Marr avait bel et bien quitté le pays sous un nom d'emprunt, on pourrait bien ne jamais le retrouver. Le FBI était maintenant confronté à son obstacle le plus important jusqu'ici, dans une affaire qui semblait impossible à résoudre. Le FBI était toujours à la poursuite du présumé braqueur de banque Aristotle Marr. Les agents le soupçonnaient de s'être enfui en Jamaïque sous un nom d'emprunt. Malheureusement, le FBI n'avait pas l'autorité de poursuivre les recherches dans ce pays, comme nous l'explique Gary Shenline. Et nous n'avons aucun droit d'intervenir à l'extérieur des États-Unis. Ce sont donc des agents de liaison du FBI en Jamaïque qui s'occuperaient d'approcher les autorités jamaïcaines. Je leur ai fourni toutes les informations dont je disposais, comme des noms ou des points de contact, des endroits où l'on pourrait peut-être trouver Marr en Jamaïque. Mais enquêter sur Marr en Jamaïque n'était pas facile. Il avait de multiples relations dans l'île et il disposait de beaucoup d'argent pour se rendre quasi invisible. Nous pensions que grâce à ces ressources, il n'aurait aucun mal à faire le moins de vagues possible ni à se cacher. Des informateurs signalèrent avoir aperçu le fugitif à quelques reprises, mais celui-ci échappait constamment aux autorités. Les agents croyaient qu'il se déplaçait de maison en maison à la tombée de la nuit, protégé par un groupe de complices loyaux. Suivant toutes les pistes fournies par les agents américains, les autorités jamaïcaines poursuivaient le fugitif sans relâche. Elles contactèrent tous les complices connus de Marr. Mais ceux-ci refusaient de collaborer. Les autorités les gardèrent sous surveillance. Les policiers américains de l'ambassade les surveillaient et ils leur ont fait comprendre qu'ils ne partiraient que lorsque Marr ferait face aux accusations qui pesaient contre lui. À Seattle, Steve Fogg, le procureur du comté de King County, décida d'inculper le fugitif de plusieurs chefs d'accusation en se basant sur les nombreuses preuves indirectes accumulées contre lui jusque-là.
Marr a fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation qui décrivaient bien toute la série de crimes dont on le soupçonnait. On l'a accusé de vol à main armée car il était armé au moment du crime. On l'a accusé d'avoir été le complice de Daniel Del Fierro et d'avoir tiré sur l'agent Buxton. On l'a également accusé de tentative de vol de voiture lors de sa cavale. Et enfin, on l'a accusé d'enlèvement parce qu'il avait effectivement tenu en otage des gens dans leur sous-sol. Steve Fogg soupçonnait également Marr d'être mêlé à un réseau international de vol de marchandises, mais il décida de ne pas porter d'accusation pour ce crime. Marr était déjà passible d'une peine d'emprisonnement très longue et cette accusation n'aurait pas pesé bien lourd, tout au plus 1 ou 2 ans pour un type qui serait condamné à 30, 40 ou 50 ans de prison. On a donc décidé de laisser tomber ce chef d'accusation. Les autorités intensifièrent leurs recherches pour trouver Marr. L'enquêteur David Ritter de la section des homicides à Seattle. On a continué d'exercer de la pression. Ils ne pouvaient ignorer notre présence. Ils se sont plaints à plusieurs reprises du fait qu'on les harcelait. Mais ce n'était pas le cas. On menait une enquête sur un crime très violent et on voulait la résoudre. On souhaitait le mettre derrière les barreaux. Je crois que cette situation a fini par être difficile à supporter pour lui. Ça ne lui plaisait plus beaucoup. Après 7 mois, la pression constante exercée par les policiers finit par porter fruit. Le 7 février 2001, Aristotle Marr prit les policiers de court en arrivant à la prison de King County avec son avocate. L'enquêteur Paul Soguro de la police de Seattle était aux trousses de Marr depuis le début. Sergeant Christopher, this is Steve-O down at the watch desk. Aristotle Marr just turned himself in. J'ai été surpris d'apprendre qu'Aristotle Marr s'était rendu de lui-même. On a essayé de l'interroger à propos des vols et de l'endroit où il s'était caché. Mais il a refusé de parler des divers aspects de l'enquête avec nous. Les autorités croyaient que Marr était revenu pour 2 raisons. Pour enlever de la pression sur les épaules de ses complices et parce qu'il croyait que les accusations ne valaient rien. Il était confiant. On pouvait même dire qu'il avait l'insolence de croire qu'il remporterait la partie devant les tribunaux. Dans son esprit, il revenait pour gagner et ainsi faire d'une pierre 2 coups. Lors de sa mise en accusation, Marr plaida non coupable à tous les chefs d'inculpation portés contre lui. En ayant pris la fuite, Marr s'était donné des atouts. Il pouvait regarder comment nous présenterions l'affaire et préparer des explications pour tous les indices. Ce procès ne serait pas facile. Les avocats de Marr savaient que les experts avaient relevé les empreintes digitales de leurs clients sur des objets laissés devant la banque, notamment le casque de moto et une paire de gants. Ils les justifièrent en déclarant que Marr avait prêté ces articles à Danny Del Fierro, le suspect abattu lors de la fusillade. Mais Marr ignorait toutefois qu'il avait laissé une trace de sang derrière lui. Il nous fallait maintenant absolument obtenir un échantillon de son sang. Je savais que la partie serait gagnée si l'on pouvait exploiter le filon de l'ADN des traces de sang. Un juge ordonna à Marr de donner un échantillon de son sang. Les experts en génétique le comparèrent ensuite au sang trouvé dans l'immeuble résidentiel, à celui trouvé dans la maison du couple retenu en otage et dans leur camionnette. Les résultats furent concluants. À ce moment-là, toutes nos inquiétudes à propos de l'issue de l'affaire se sont dissipées. Il était maintenant évident que tous ces indices, mis ensemble, constituaient une preuve solide. Marr décida alors de plaider coupable pour ne pas avoir à subir un procès devant jury. Il fut condamné à 23 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. L'agent de police Wesley Buxton, blessé lors de sa confrontation avec Marr et Del Fierro, fut soulagé d'apprendre que Marr paierait enfin pour son crime. Comme bien des policiers sans doute, je suis de ceux qui pensent que les criminels devraient écoper de peines beaucoup plus sévères que ce que la justice prévoit. Mais je suis somme toute assez satisfait de la peine qu'on lui a imposée. L'agent spécial Mike Adams. Compte tenu du nombre élevé de vols de banque chaque année,
Et il y en a plus de 300 ici, dans l'État de Washington. Il est rassurant de penser qu'on a réussi à apporter, ou du moins aider à apporter, une conclusion heureuse à cette enquête pour un vol d'une telle violence. C'est grâce aux efforts combinés du service de police de Seattle et du FBI qu'on a enfin pu mettre un terme à la carrière criminelle d'Aristotle Moore. À Las Vegas, les fortunes se font et se défont. Tout est affaire de jeu de hasard. Mais certaines personnes tentent de déjouer le sort en misant sur la violence. Un gang de voleurs sans scrupules s'attaque à des casinos et s'enfuit avec plusieurs milliers de dollars en laissant une traînée de sang derrière lui. La police et le FBI joindront leurs forces pour identifier les membres du gang qui ne s'arrêteront devant rien pour éviter d'être capturés. Las Vegas, au Nevada, le 20 septembre 1998. Il était près de midi au MGM Grand Hotel. Deux messagers armés, escortés par des gardiens du service de sécurité du MGM, transportaient l'argent du casino vers une sortie où les attendait un fourgon blindé. Puis, tout à coup, deux hommes armés les affrontèrent. L'un d'eux s'empara des armes des messagers. Ensuite, ils prirent 3 sacs contenant près de 350 000 $ en argent liquide et s'enfuirent par une porte de service. Les gardiens avisèrent aussitôt la police et le FBI. Des enquêteurs et des agents spéciaux furent dépêchés au casino pour y interroger les gardiens qui leur fournirent une description sommaire des assaillants. Les voleurs n'avaient laissé aucun indice derrière eux. Le MGM, tout comme les autres casinos de Las Vegas, dispose d'un important réseau de caméras de sécurité. Les agents du FBI visionnèrent les bandes vidéo où l'on pouvait voir le crime au moment où il avait été commis. À voir la façon dont un des tireurs tenait ses armes, l'agent spécial Henry Schlumpf croyait qu'il s'agissait d'un homme dangereux. Il est inhabituel pour un voleur de commettre un vol avec une arme dans chaque main. C'est même très rare. Ça montrait de quoi cet individu était capable. Okay, can you give me the outside tape? They go directly out to the sidewalk and down the street. Les agents visionnèrent également les enregistrements des caméras extérieures de l'établissement où l'on pouvait voir les voleurs traverser la rue en courant en direction de l'hôtel voisin. Les enquêteurs se rendirent à l'hôtel San Remo pour y visionner les enregistrements des caméras extérieures de cet autre établissement. Les voleurs étaient montés à bord d'une camionnette conduite par un troisième homme. Malheureusement, l'enregistrement ne fournissait pas de pistes solides, comme nous le raconte l'agent spécial Castle Nishimoto du FBI. Les images n'étaient pas assez nettes pour qu'on puisse lire le numéro de la plaque d'immatriculation. On pouvait voir certains chiffres, mais pas toute la plaque. On ne pouvait lire que les 3 premiers numéros, mais pas les lettres de l'alphabet qui suivaient.
Même si les données étaient incomplètes, les policiers se mirent à la recherche de la camionnette des voleurs. Malheureusement, ces recherches étaient longues à effectuer. Les efforts des policiers portèrent enfin fruit près de 2 mois plus tard, encore une fois au San Remo. Dans l'aire de stationnement du casino, ils identifièrent ce qui semblait être la camionnette en question. Les chiffres de la plaque d'immatriculation du véhicule étaient identiques à ceux qu'on avait relevés sur l'enregistrement vidéo. Les enquêteurs en déduisirent que les voleurs avaient attendu que la poussière retombe un peu avant de revenir au San Remo avec cette camionnette. Ils vérifièrent le numéro d'identification de la camionnette et découvrirent qu'elle avait été volée près de 3 semaines avant le vol du MGM. Quant au numéro de plaque, il correspondait à celui d'une voiture accidentée remisée dans une cour d'entreposage de Las Vegas. Can I help you? Yes, sir. Investigator Fleetwood. We're looking into some thefts that occurred. You need to speak to Jose. Le gérant de l'entreprise d'entreposage déclara à l'enquêteur de la police métropolitaine de Las Vegas qu'il ne savait rien du vol. Il lui suggéra de parler au gardien des lieux, José Vigoa. Il lui indiqua ensuite où se trouvait Vigoa en le pointant du doigt. L'enquêteur demanda au gérant d'aviser le gardien de l'appeler. Mais Vigoa n'appela pas l'enquêteur. Quelques mois s'écoulèrent et l'enquête cessa de progresser. Puis, le 28 juin 1999, soit 9 mois après le vol du MGM, un fourgon blindé recueillit un dépôt en argent liquide au casino du Desert Inn lors de sa tournée habituelle. Deux hommes armés affrontèrent les gardiens. Le conducteur du fourgon fut blessé au bras. Son collègue répondit au coup de feu, mais il fut touché à la jambe à 3 reprises. Lors de leur entraînement, les gardiens avaient appris à viser la poitrine de leurs assaillants. Les tireurs furent touchés par les projectiles, mais cela ne sembla pas les arrêter. Ils portaient sans doute des gilets pare-balles. Le gardien blessé parvint à atteindre le fourgon où il put se mettre à l'abri. Le conducteur prit la direction de l'hôpital. Les 2 hommes survécurent à l'attaque. Moins de quelques minutes plus tard, la police de Las Vegas et les agents du FBI se retrouvèrent au Desert Inn. Une employée du casino déclara qu'elle avait vu les tireurs quitter les lieux à bord d'un véhicule utilitaire sport de couleur claire. Les policiers retransmirent l'information aux unités de patrouille. L'agent spécial Richard Beasley du FBI. Ma première impression a été que ces types avaient été très audacieux en s'attaquant ici à un fourgon blindé. Ils n'avaient visiblement pas peur de se servir de leurs armes à feu. On a trouvé beaucoup de douilles en laiton, à un endroit en particulier, et à un autre endroit, là où les gardiens du fourgon avaient fait feu. Les agents ne croyaient pas que ces tireurs étaient les mêmes que ceux qui avaient volé le MGM, car leur façon de procéder était différente. De par leur expérience, les enquêteurs savent que les criminels changent rarement leur mode d'opération si celui-ci a déjà fait ses preuves. L'agent spécial Brett Shields. Les voleurs avaient réussi leur coup au MGM en attendant les gardiens près de la porte. Or, au Desert Inn, les types se trouvaient à l'extérieur. Ils tentaient de voler le véhicule et son contenu. Dix minutes après son arrivée sur les lieux, l'agent Beasley apprit qu'on avait trouvé la voiture ayant servi à la fuite des voleurs. Un de nos policiers en uniforme patrouillait dans le secteur à la recherche du véhicule. Il l'a trouvé dans l'aire de stationnement d'un petit motel. On a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait des douilles de projectiles au fond et la douille d'un projectile de calibre 45 sur un des marchepieds.
Les enquêteurs trouvèrent également une bouteille vide dans le véhicule. Ils la recueillirent en espérant y relever des cellules d'ADN. Non loin de là, les agents interrogèrent un homme qui avait aperçu les hommes à bord du véhicule. Un homme qui promenait son chien a vu les types changer de véhicule. Un des voleurs a lancé un sac dans la boîte d'un pick-up. Ça a fait un gros fracas, peut-être à cause des armes à feu qu'il contenait. Les deux autres hommes sont montés à l'avant. Ils ont eu du mal à faire démarrer le véhicule. Le témoin avait alors vu les deux hommes travailler comme des fous sur la colonne de direction. Il se demandait si les types n'étaient pas en train de jouer avec les fils de contact. Finalement, le moteur démarra et les hommes partirent. Pourquoi les voleurs avaient-ils dû trafiquer les fils de leur propre véhicule? Ils avaient vraisemblablement garé le pick-up à l'avance dans cette aire de stationnement. Pourquoi donc n'avaient-ils pas la bonne clé? Ça nous est apparu étrange. On ne comprenait pas pourquoi ça s'était passé comme ça. Les agents notèrent alors la présence d'un pick-up de même marque et de même modèle, garé non loin de là. On a pensé qu'ils s'étaient trompés de véhicule, parce que le leur, pratiquement identique à l'autre, était garé non loin de là. Quand ils avaient constaté que la clé ne fonctionnait pas, ils avaient dû trafiquer les fils pour le faire démarrer. L'agent Schlumpf et moi avons alors regardé l'arrière de ce deuxième véhicule. Nous avons constaté que la plaque d'immatriculation était fixée sur une autre plaque à l'aide d'élastiques. Le FBI vérifia le numéro d'identification du véhicule et découvrit qu'il appartenait à un ex-prisonnier du nom de Pedro Duarte. Un des experts en scène de crime releva des empreintes digitales sur la plaque d'immatriculation du dessus. Après vérification, on découvrit qu'il s'agissait des empreintes digitales de Duarte. Cela indiquait que ce dernier avait posé cette plaque d'immatriculation volée sur son propre véhicule. À la demande des agents du FBI, le témoin accepta de décrire les trois hommes qu'il avait vus à un artiste judiciaire. Les enquêteurs espéraient pouvoir identifier des suspects à l'aide de ces portraits robots. Le lendemain, ils se rendirent chez Pedro Duarte pour lui poser quelques questions à propos de sa camionnette. J'avais le portrait robot avec moi quand j'ai frappé à la porte. C'est Pedro Duarte lui-même qui est venu m'ouvrir. J'étais estomaqué. Duarte ressemblait étrangement à l'un des hommes des portraits robots. Aux questions portant sur sa camionnette, Duarte s'entêta à dire qu'elle avait été volée. Les dossiers judiciaires indiquaient bien qu'on avait signalé ce vol, mais cela s'était produit quelques heures après la tentative de vol du Desert Inn. Il affirmait que sa femme et lui avaient eu quelques problèmes de couple et qu'il était parti se promener au centre-ville. Après avoir garé son véhicule, il s'était endormi sur un banc public. Duarte déclara qu'à son réveil, sa camionnette avait disparu. Ça n'avait aucun sens. Rien de tout cela n'était vrai. Il était incroyablement effronté. Et son anglais était impeccable jusqu'à ce qu'on se mette à lui poser les vraies questions. Alors il s'est mis à nous dire « no habla ». Duarte déclara soudainement qu'il ne parlait pas anglais. Le sergent de la police métropolitaine s'est alors adressé à lui en espagnol. Et il a continué à dire qu'il ne comprenait rien. C'était un interrogatoire vraiment très frustrant. Les enquêteurs étaient persuadés de l'implication de Duarte, mais ils ne pouvaient rien faire à cause du manque de preuves formelles contre lui. On n'avait aucune réponse.
Pouvait-il mijoter un mauvais coup en se baladant au centre-ville? Tout à fait. Et avait-il pu voler des bijoux ou des sacs à main pour ensuite vouloir cacher son vrai numéro de plaque d'immatriculation pour un délit mineur? Tout à fait. Nous n'étions pas assez sûrs de nous pour l'arrêter. Et l'interrogatoire ne menait nulle part. Dans l'espoir de faire identifier Duarte formellement, l'agent Fields montra sa photo parmi d'autres aux témoins qui avaient aperçu les visages des voleurs du Desert Inn. Notre témoin n'a pas choisi sa photo parmi les autres. On devait donc trouver d'autres moyens de faire progresser l'enquête, soit en identifiant ses complices, soit en examinant ses dépenses. On a alors tout misé sur Duarte à ce stade de l'enquête. Afin de recueillir des indices compromettants sur le suspect, les enquêteurs le firent surveiller. Mais malgré quelques semaines de surveillance, il n'obtint rien. Au casino du Mandalay Bay, le 11 octobre 1999, 4 mois après la tentative de vol du Desert Inn, 2 messagers armés venaient de recueillir 88 000 $ et devaient le mettre en sécurité dans leur fourgon blindé, quand soudain, 2 hommes armés leur tendirent une embuscade. À l'automne 1998, 2 tireurs avaient commis un audacieux vol au casino du MGM Grand Hotel et s'étaient enfuis avec un butin de près de 350 000 $. Un an plus tard, des messagers recueillant de l'argent au casino du Mandalay Bay étaient tombés dans une embuscade. Les voleurs les désarmèrent rapidement et prirent la fuite avec 88 000 $ en argent liquide. Au bureau du FBI de Las Vegas, les agents visionnèrent les rubans magnétoscopiques des caméras de surveillance. L'agent spécial Brett Shields croyait que ces voleurs étaient également responsables du vol du MGM Grand Hotel. Quand on a vu la façon dont ils s'y étaient pris au Mandalay Bay, on a relevé de nombreuses similitudes. La façon dont ils les avaient abordés, la façon dont ils tenaient leurs armes dans chacune des mains, les bras en extension. Tout ça nous a mis la puce à l'oreille. Les enquêteurs examinèrent de près le dossier, à la recherche de tout indice qui aurait pu leur échapper jusque-là. L'agent spécial Richard Beasley. Brett Shields et moi étions au bureau à nous demander ce qu'on pourrait faire pour obtenir de nouvelles pistes et nous assurer que celles déjà explorées avaient bien été traitées. J'ai alors regardé par-dessus son épaule et j'ai reconnu un nom. Il s'agissait du nom de Vigoa, le gardien de l'entreprise d'entreposage que les enquêteurs n'avaient jamais pu interroger. Et la lumière s'est alors faite dans mon esprit. J'ai dit à l'agent Beasley, « Hey, si c'est le José Vigoa que je connais, alors ce type est à surveiller de près. » L'agent Shields avait déjà eu maille à partir avec Vigoa. J'avais arrêté Vigoa en 1990. C'était d'ailleurs l'une des premières arrestations que j'avais effectuées pour le FBI. En 1990, les agents du FBI enquêtaient sur José Vigoa pour trafic de cocaïne et s'étaient rendus à une entreprise d'entreposage munie d'un mandat de perquisition pour fouiller l'espace qu'il avait loué. Comme nos agents entraient pour commencer la perquisition, José Vigoa, qui était au volant de son véhicule, a accéléré et il a failli renverser l'agent qui se tenait devant lui. C'était un type comme ça. Il ne se laisserait pas arrêter par la police sans se battre. Il n'avait aucun respect pour la vie, ni pour quiconque, sauf pour lui-même.
Les enquêteurs vérifièrent l'espace d'entreposage de Vigoa. Ils trouvèrent une balance recouverte d'un résidu de cocaïne et portant ses empreintes digitales. Il fut par la suite reconnu coupable de trafic de drogue et de voies de fait sur un agent fédéral. Il passa 6 ans derrière les barreaux pour ces crimes. Shields se souvenait que Pedro Duarte avait été interrogé relativement à l'échange de coups de feu au Desert Inn. Or, Duarte était le beau-frère de José Vigoa. Pour les enquêteurs, il semblait maintenant que les 2 vols de casino étaient vraisemblablement reliés à l'attaque devant le Desert Inn. Les 3 crimes semblaient être le travail du même gang de voleurs. Les agents décidèrent alors de mettre Vigoa sous surveillance. Selon son agent de probation, celui-ci ne gagnait que 10 000 $ par an et il vivait dans une cabane près de l'entreprise d'entreposage où il travaillait. Or, l'agent Beasley découvrit qu'il vivait plutôt dans une maison de classe moyenne. On a examiné ses dépenses et découvert qu'il avait acheté cette maison quelques semaines à peine après le vol du MGM. C'était intéressant parce qu'on avait versé en acompte 19 000 $ en argent liquide lors de l'acquisition de cette propriété. Mais la maison n'était pas au nom de Vigoa. Elle avait été achetée par un certain Oscar Cisneros. Les agents soupçonnaient Vigoa d'avoir fait appel à Cisneros afin qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. En parlant avec l'agente de probation de Vigoa, on avait appris qu'il avait un petit boulot qui ne lui rapportait pas beaucoup d'argent. Il était évident que si la police apprenait qu'il avait fait d'importantes acquisitions, cela le rendrait suspect aux yeux de son agent de probation. Malheureusement, les recherches sur les moyens financiers du suspect ne firent pas progresser l'enquête. On n'avait pas encore de raison suffisante pour obtenir un mandat de perquisition de sa maison et de ses véhicules. On n'était pas encore prêt. Même si on avait eu un minimum de renseignements nous permettant d'obtenir un mandat, on n'était pas prêt à l'exécuter. On devait recueillir davantage d'indices pour procéder à l'arrestation de ce suspect et le faire inculper. On ne voulait pas se contenter de fouiller sa maison. Les agents continuèrent de surveiller Vigoa. Cinq mois plus tard, le 3 mars 2000, dans la banlieue voisine d'Henderson, la police et le FBI répondirent à un appel d'urgence à la suite d'une attaque sur un fourgon blindé devant le magasin Ross Dress for Less. 2 gardiens avaient été abattus. À notre arrivée, les policiers avaient posé un ruban de sécurité et il y avait des voitures partout. Les témoins étaient éparpillés tout autour et le corps d'un des gardiens de sécurité gisait dans l'aire de stationnement près du fourgon. Ce n'était pas beau à voir. Selon les témoins oculaires, un fourgon blindé s'était garé devant le magasin vers 11h15. Un des gardiens était alors entré pour prendre le dépôt de l'établissement en passant entre 2 mini-fourgonnettes qui, selon les témoins, étaient garées là depuis tôt le matin. Les voleurs s'étaient rués sur le gardien dès sa sortie du magasin. Le gardien avait alors saisi son arme et fait feu, blessant un des tireurs au genou. Le complice du tireur avait alors ouvert le feu avec son fusil d'assaut, tuant presque instantanément le gardien. Il avait ensuite reporté sa colère sur le conducteur du fourgon. Le chef de la bande s'était emparé des sacs d'argent. Les 3 hommes s'étaient enfuis ensuite à bord d'une berline beige. Le butin était évalué à moins de 5 000 $. Le degré de violence de ce crime était inquiétant. La quantité de projectiles tirés était incroyable. Et ces types avaient assassiné les 2 gardiens de sécurité de sang-froid sans motif valable. Quelques heures plus tard, les policiers retrouvèrent la voiture des voleurs abandonnée dans une aire de stationnement. L'agent spécial Henry Schlumpf enquêtait sur cette affaire.
À notre arrivée, on a aperçu du sang sur le siège du conducteur. Des témoins du vol avaient déclaré que l'un des voleurs avait été touché par un projectile. Un expert recueillit un échantillon de sang pour en obtenir l'ADN. Les agents vérifièrent les numéros de plaque de la voiture ainsi que celles des 2 mini-fourgonnettes laissées par les voleurs sur la scène du crime. Ils découvrirent bientôt que les 3 véhicules avaient été volés à une entreprise de location de voitures. Le groupe d'intervention fut incapable d'identifier formellement les auteurs du vol, mais il y avait lieu de croire qu'ils étaient également responsables d'une série de vols commis dans des circonstances semblables au cours des 18 derniers mois. Ces crimes avaient été reliés, du moins de façon indirecte, aux ex-prisonniers José Vigoa et Pedro Duarte, le beau-frère de Vigoa. Mais sans preuve concrète de la culpabilité des 2 hommes, l'enquête était au point mort. Le 3 juin 2000, 3 mois après le double homicide du magasin Ross, il était environ 6 heures du matin au Bellagio. Les employés du casino comptaient les recettes de la nuit dans la pièce réservée à cet effet. Les tireurs forcèrent les employés terrifiés à s'asseoir dans un coin avant de vider leur tiroir. Ils s'emparèrent de 144 000 $ en liquide. Mais les tireurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils voulaient davantage d'argent. Ils s'en prirent à une caissière qui échangeait des jetons contre de l'argent. Cette fois-ci, les voleurs laissèrent la caissière partir. Ils s'emparèrent d'un autre 10 000 $. Un gardien de sécurité aperçut alors la caissière s'enfuir sur les écrans témoins des caméras de sécurité. Il fit un zoom avant pour mieux la voir. Le gardien alerta aussitôt ses collègues du service de sécurité tout en voyant les voleurs s'enfuir du bâtiment par une sortie de secours. Les voleurs sautèrent à bord d'une mini-fourgonnette et s'enfuirent avec plus de 150 000 $. Ils ignoraient que des gardiens du Bellagio les suivaient à bord d'une camionnette et qu'ils alertaient la police. Quand ils aperçurent les gardiens à leur trousse, ils réagirent avec violence. Une balle perfora un des pneus du véhicule des gardiens, mettant ainsi un terme à la poursuite. Heureusement, aucun des gardiens ne fut blessé. Ceux-ci fournirent aux policiers la marque et le modèle du véhicule des voleurs, de même que son numéro de plaque. Quand l'agent spécial Brett Shields du FBI apprit les détails de l'affaire et qu'il apprit comment les voleurs avaient réagi en s'apercevant qu'ils étaient suivis, il sut que les mêmes suspects étaient encore à l'œuvre. On voyait bien la mentalité de ces types. Ils n'allaient certainement pas se laisser capturer. Il y aurait une fusillade et ils tenteraient de s'enfuir. Ils feraient tout ce qu'ils pourraient pour nous échapper. Au service de la sécurité du Bellagio, les agents demandèrent à l'agente de probation de Vigoa de visionner les rubans des caméras de surveillance en espérant qu'elle pourrait l'identifier formellement. En regardant ces images, elle a pu affirmer qu'il s'agissait bien de José Vigoa. C'était le coup de chance tant espéré par les agents. Ceux-ci obtinrent le mandat d'arrêt de Vigoa, mais ils étaient inquiets, car celui-ci ne se laisserait sûrement pas capturer sans se battre. À Las Vegas, le FBI avait enfin identifié l'ex-prisonnier José Vigoa, qu'on présumait être le chef d'une bande de voleurs brutaux ayant déjà tué 2 personnes. Les agents obtinrent un mandat d'arrêt de Vigoa et s'apprêtaient à procéder à son arrestation. L'agent spécial Brett Shields du FBI. Un de nos véhicules était garé en face de chez lui.
Les membres de l'unité SWAT de la police métropolitaine devaient l'arrêter à la pointe de leur arme à feu. Ils sont descendus de leur véhicule et ils ont braqué leur arme sur lui. J'ai alors contourné le véhicule de l'unité SWAT. J'étais juste à côté du suspect. Je lui ai montré mes papiers d'identité et il a fait comme s'il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Comme la voiture en face de lui était garée à une bonne distance, il a pu démarrer et s'engager dans la rue. La poursuite était extrêmement dangereuse, atteignant des vitesses supérieures à 160 km/h. Le suspect ne ralentit pas, même pour quelques secondes. Quelques kilomètres plus loin, cependant, il perdit la maîtrise de son véhicule et emboutit un arbre. Il est alors descendu de son véhicule et s'est enfui à pied. Il a escaladé une clôture et a complètement disparu de notre vue. Les membres de l'unité SWAT se mirent à la poursuite de Vigoa pendant que l'agent Shields inspectait la voiture accidentée. À sa plus grande surprise, il trouva la femme de Vigoa assise sur le siège du passager. Elle fut conduite au poste, mais libérée peu de temps après quand les enquêteurs eurent déterminé qu'elle n'avait aucun lien avec les crimes de son mari. Sur la banquette arrière, l'agent Shields trouva également la fillette de Vigoa. Sa femme et sa fille étaient en voiture avec lui. Il n'a eu aucun égard pour elle. Il les a plantées là et les a laissés affronter les policiers qui braquaient leurs armes sur elle. Les membres de l'unité SWAT interceptèrent enfin Vigoa. Je suis arrivé au moment où on l'arrêtait. Il était arrogant. Il disait « Vous n'avez pas le droit de me toucher, c'est moi le patron ». Et j'ai répliqué qu'on pouvait effectivement le toucher, que c'était d'ailleurs la fin pour lui et qu'il ne verrait plus jamais la lumière du jour. Pour faire condamner le suspect, les agents devaient obtenir davantage de preuves contre lui. Un mandat de perquisition en main, les policiers entrèrent dans la maison de Vigoa et trouvèrent près de 100 000 $ en argent liquide, mais aucune preuve de son implication dans les vols. Après avoir mis Vigoa en détention, l'agent spécial Richard Beasley concentra ses efforts sur Oscar Cisneros, l'homme qui avait signé les papiers pour l'acquisition de la maison de Vigoa. On devait parler à Cisneros des biens qui étaient à son nom, mais dont jouissait Vigoa. On lui a dit que José Vigoa venait tout juste d'être arrêté relativement au vol du Bellagio. On voulait lui parler de sa relation avec lui et des vols qui avaient été perpétrés dans la région de Las Vegas. Je lui ai aussi dit que nous voulions fouiller sa maison. Cisneros nous a alors dit qu'il acceptait de nous parler et de nous laisser fouiller les lieux. Et il a carrément signé le formulaire de consentement sur le capot de ma voiture, ce qui nous autorisait à fouiller sa maison. Les experts fouillèrent les lieux pendant que l'agent Beasley et un enquêteur d'Anderson interrogeaient Cisneros. Il nous a parlé de sa relation avec Vigoa et des biens qu'il avait mis à son nom personnel, mais dont Vigoa avait l'usage. On voulait savoir d'où venait cet argent. Cisneros nous a dit qu'il avait rendu ce service à son ami. Ce n'était pas son argent, mais il avait voulu l'aider. On lui a demandé s'il avait eu des contacts avec Vigoa au cours des dernières semaines. Et il nous a dit que celui-ci était venu lui porter de l'argent quelques jours plus tôt. Il ne connaissait pas la provenance de cet argent et ignorait combien il y avait. C'était, selon lui, une somme que Vigoa lui avait donnée pour le remercier d'avoir bien voulu mettre la maison à son nom. Même si Beasley exerçait de la pression sur Cisneros, celui-ci s'entêtait à affirmer qu'il ne savait rien des crimes. Il était très calme.
Il se maîtrisait très bien et maintenait qu'il ne savait rien. Il disait qu'il travaillait fort pour payer ses factures, soutenir sa famille et mener une vie normale. Dans la chambre à coucher, les enquêteurs trouvèrent une boîte pleine d'argent liquide. Cette découverte était suspecte, mais elle n'était pas compromettante. Après avoir fouillé la maison pendant 1 heure sans succès, les enquêteurs eurent l'idée de se mettre à la recherche de compartiments cachés. Ils trouvèrent alors une incroyable quantité d'indices. L'agent Beasley alla s'entretenir avec l'équipe de recherche. Ils ont dit, Rich, ça y est, on a trouvé. Il y avait un compartiment caché dans son placard. Il contenait tout ce qu'on espérait trouver. Il fallait déterminer si les effets cachés dans le placard avaient servi lors des vols. Je suis alors retourné auprès d'Oscar et je lui ai dit, « Oscar, on a trouvé le compartiment caché dans votre placard. Qu'est-ce qu'on va y trouver ?» Et il a soupiré en regardant par terre et a dit « les armes et tout le reste ». À ce moment-là, j'ai compris qu'il allait être un allié précieux pour nous, plus que je l'avais espéré au départ. L'agent lui demanda d'expliquer la présence d'une cicatrice à son genou. Je pouvais voir une blessure de projectile sur la partie interne de son genou. Shot? Where? On nageait littéralement dans le bonheur. On venait d'identifier l'homme qui avait été blessé au magasin Ross et on était en bonne voie de résoudre cet homicide. Il a demandé combien de temps il devrait passer en prison. On lui a dit qu'il était impossible de répondre avec précision à cette question, mais qu'il pouvait être passible de la peine de mort à cause des meurtres et des vols avec circonstances aggravantes. Et il a continué à nous interroger sur la peine qu'il risquait d'écoper. Il a fini par avouer avoir commis les meurtres du magasin Ross, d'avoir participé à la tentative de vol du Desert Inn et d'avoir commis les vols du MGM, du Mandalay Bay et du Bellagio. Okay, the lead guy is Jose Vergara. That's the lead guy. On a appris par Oscar que Vigoa était le chef de la bande. C'était lui qui organisait tout et qui décidait où ils allaient attaquer. Quant au beau-frère, Pedro Duarte, il avait participé au vol pour la dernière fois lors du coup du Desert Inn. Par la suite, ils avaient fait appel à un autre complice, Luis Suarez. Ce dernier avait été mêlé au meurtre du magasin Ross. Je crois que Cisneros a passé aux aveux parce qu'il regrettait vraiment ce qui était arrivé. Pas tant les vols que les meurtres des 2 gardiens du fourgon blindé. Pendant que Cisneros poursuivait ses aveux, les experts examinèrent les indices trouvés dans la chambre à coucher. Ils ont mis chaque objet en sécurité en s'assurant de ne pas détruire les empreintes digitales ou toute preuve génétique. Vers la fin, ils ont trouvé ce qui semblait être des bombes tuyaux dans ce placard. Il y avait 4 tuyaux noirs en PVC de 10 cm de long et auxquels étaient attachées des cartes de circuit imprimées. Les enquêteurs demandèrent des explications à Cisneros. Ils voulaient savoir s'il s'agissait de vraies bombes. Et Oscar a dit « Non, pas vraiment ». Mais son ton n'était guère convaincant. J'ai dit « Je vais vous le demander une 2e fois. De quoi s'agit-il » Et il m'a répondu « On n'a fait que s'amuser un peu, vous n'avez rien à craindre. » Ces réponses vagues nous ont poussés à évacuer la maison.
ainsi que les maisons voisines. Après avoir recueilli tous les indices, les agents sortirent de la maison, laissant les bombes tuyaux derrière eux. On a appelé l'escouade anti-bombe pour qu'elle examine les bombes. Les experts ne pouvaient pas les radiographier parce qu'elles étaient en PVC. Ils ont alors décidé de les faire exploser directement dans la chambre à coucher. En se basant sur les aveux de Cisneros, les enquêteurs procédèrent à l'arrestation de Pedro Duarte pour avoir conduit la voiture lors de la tentative de vol devant le Desert Inn. Les enquêteurs se préparèrent ensuite à arrêter le dernier complice, Luis Suarez, mais ils apprirent qu'il avait quitté l'État. Les experts en balistique purent établir que les armes trouvées chez Cisneros avaient tiré les projectiles meurtriers du magasin Ross et provoqué la pluie de projectiles du Desert Inn. Ils trouvèrent également des preuves de la culpabilité de Vigoa. On a trouvé l'empreinte de Vigoa sur un projectile dans l'une des armes du placard de Cisneros. Oscar Cisneros fut détenu provisoirement au centre correctionnel de Clark County. Les procureurs avaient l'intention de se servir de ses aveux contre les autres voleurs. Notre dossier était solide. On avait obtenu les aveux de Cisneros, on avait toutes les preuves matérielles, les armes à feu, l'argent et les vêtements trouvés dans le placard. On était donc sûr que l'affaire était dans la poche. Mais un événement allait mettre l'heureuse conclusion de l'affaire en péril. À Las Vegas, les enquêteurs avaient arrêté 3 hommes soupçonnés d'une série de vols violents. José Vigoa, le présumé chef de la bande. Son beau-frère, Pedro Duarte. Et Oscar Cisneros, qui était passé à table et qui avait également fourni le nom d'un 4e complice, Luis Suarez. Mais le 7 octobre 2000, l'affaire prit une tournure dramatique quand on trouva Cisneros pendu dans sa cellule. L'agent spécial Richard Beasley du FBI. Les agents qui ont enquêté sur le suicide au centre correctionnel nous ont dit que Vigoa avait envoyé de nombreux messages à Cisneros, l'enjoignant à faire ce qu'il fallait selon ses termes. Je crois que Cisneros ne voulait pas entraîner sa famille dans d'autres problèmes et qu'il ne voulait pas faire face à ces accusations. Il a donc choisi le chemin le plus facile et il s'est tué. Après le décès de Cisneros, ses aveux devinrent irrecevables devant les tribunaux. L'équipe du procureur se tourna alors vers les sciences judiciaires pour démontrer la culpabilité des autres voleurs dans les crimes. Les cellules d'ADN recueillies sur la bouteille vide et les cagoules prouvèrent que Vigoa, Duarte et Suarez avaient bel et bien commis ces crimes. Quant au sang, il provenait de Cisneros, décédé depuis peu. Pendant que les procureurs se préparaient pour le procès, des agents retrouvèrent la trace du 4e complice, Luis Suarez, qui s'était caché en Floride. L'agent spécial Brett Shields. On est allé en Floride. On a démontré que son alibi ne tenait pas la route. Il a finalement été arrêté pour ce crime. À l'automne 2003, 5 ans après le début de la série de vols, le procès de Suarez, Duarte et Vigoa s'ouvrit à Las Vegas. Luis Suarez négocia un aveu pour un chef d'accusation de vol à main armée et il écopa d'une peine d'emprisonnement de 6 à 15 ans. Pedro Duarte fut reconnu coupable, entre autres, de 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre et il obtint une peine de réclusion de 16 à 70 ans. Pour s'éviter la peine de mort, José Vigoa plaida coupable à 2 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré et à 44 autres chefs d'accusation. Il fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Grâce aux efforts de 3 corps de police, on a pu faire condamner une bande de voleurs brutaux.
Cette affaire a été résolue non pas par le FBI seul, mais bien grâce à la collaboration entre le FBI, le service de police d'Henderson et celui de Las Vegas. Conclure une enquête comme celle-là vous apporte une satisfaction profonde. De plus, il y avait eu de nombreuses victimes, pas seulement les gardiens de sécurité, mais aussi leurs familles et les employés des casinos, en plus de tous ceux qui ont subi un traumatisme en assistant aux attaques des fourgons blindés et des casinos. Beaucoup de gens ont été affectés par cette histoire. Le fait de pouvoir arrêter ces types a été une grande récompense pour moi. Et la prochaine fois que quelqu'un menacera la sécurité des citoyens de Las Vegas, la police et le FBI seront au poste pour l'arrêter.